finalement par les Marines. On parle beaucoup des troupes arabes, mais elle a été libérée par les Marines américaines. Les gens se demandaient pourquoi avoir attendu 48 heures avant d'entrer dans la ville. Alors on prétexte des mesures de sécurité. C'est vrai qu'il restait quelques poches de résistance. Et ce n'est que ce matin, tardivement, en fin de matinée, que les troupes irakiennes, les troupes saoudiennes, sont entrées dans la ville. Et puis un certain nombre d'interrogations. J'entendais tout à l'heure votre débat. Et c'est vrai que les interrogations, nous les avons aussi eues à Koweït City, à savoir que la ville et le centre-ville, disons, n'est pratiquement pas détruit. On voit très peu de véhicules blindés incendiés, de tanks irakiens. On se demande vraiment où sont ces tanks irakiens. Et finalement, c'est surtout la périphérie de la ville qui a été touchée. Les dégâts sont beaucoup moins considérables qu'annoncés. Alors, est-ce que vous avez l'impression, Michel, parce qu'on a beaucoup dit exaction des Irakiens, torture des Irakiens sur la population, disparition d'une partie des gens qui tentaient de résister, on a même été jusqu'à parler des viols, de décapitations, de brûler. Est-ce que vous avez eu des témoignages directs de ces choses-là, ou est-ce que là encore, il faut être extrêmement prudent? Je crois que je ferai une réponse en deux temps. Je crois que d'abord, il faut être extrêmement prudent parce que c'est vrai, nous avons eu ce matin un certain nombre de témoignages. Nous avons eu notamment des témoignages de la résistance koweïtienne disant que ces dernières semaines, notamment, il y avait eu énormément de déportations en Irak, c'est-à-dire que les officiers, notamment les officiers supérieurs irakiens, venaient dans les familles, frappaient aux portes et disaient aux gens, on veut votre voiture, on veut telle ou telle chose, et si les gens refusaient, ils étaient menacés soit d'être exécutés sur le champ, soit d'être déportés en Irak. Alors c'est vrai, nous avons rencontré un certain nombre de Koweïtiens qui nous ont dit tel ou tel membre de notre famille ont été déportés en Irak ces dernières semaines ou ces derniers mois depuis l'invasion. C'est vrai aussi que des résistants koweïtiens nous ont emmenés dans des endroits de la ville, des parkings notamment, en nous disant à tel endroit il y a eu 5 personnes de fusillées parce qu'elles étaient accusées d'avoir fourni des renseignements à la résistance ou de collaborer avec les troupes américaines, alliées, saoudiennes ou autres, mais difficile de vérifier. Et j'aurais tendance à dire qu'on a un peu l'envie de réfréner les témoignages et de vérifier. Alors, pour l'instant, il est difficile de vérifier. Je crois que pour tout ce qui s'est passé à Koweït City notamment, il faudra attendre quelques jours que la situation se décante et recouper les informations de façon à pouvoir fournir des preuves, disons, irréfutables ou presque. Merci Michel de ce témoignage précieux. Roland Jacquard, donc avant de retrouver Luc Ivra à RSVP, qu'est-ce que vous avez dans le domaine du renseignement comme information nouvelle sur l'état du moral des troupes, l'état du pouvoir en Irak, la situation au Koweït? C'est d'abord un petit mystère sur la façon dont les soviétiques Tout au long de la journée, des informations de victoires successives des Alliés, de chars ennemis détruits et de prisonniers faits par milliers se succédèrent sur les téléscripteurs de presse. On apprenait aussi ça et là qu'il y avait encore quelques poches de résistance, mais bien peu. Le combat le plus difficile est un combat de chars qui se déroule encore à l'heure actuelle à quelques 80 km à l'ouest de Bassora. Cette action oppose l'armée américaine aux divisions blindées d'infanterie de la garde républicaine irakienne. Le général Schwarzkopf, commandant américain dans le Golfe, dans son bilan tactique de fin de journée, donna les derniers éléments. À aucun moment, dit-il, les troupes américaines n'ont eu l'ordre de marcher sur Bagdad. Messieurs, quand on se trouvait là, on était à 230 km de Bagdad. Et il n'y avait personne entre nous et la capitale irakienne. Si on avait eu l'intention de prendre le pays, de détruire l'Irak, on aurait pu le faire sans opposition. Saddam Hussein serait un grand stratège militaire? Eh bien non, il n'est ni stratège, ni expert opérationnel, ni tacticien, ni général, ni même soldat. À part ça, vous êtes encore libre de le considérer comme un grand militaire. Dans le même temps, tout au long de la journée à l'ONU, on attendait une réponse ferme et écrite de l'Irak. Saddam Hussein acceptait-il oui ou non de signer les 12 résolutions, conditions incontournables pour le cessez-le-feu? La réponse arriva en fin de journée par le biais de l'ambassadeur irakien à l'ONU. Par exemple, les résolutions qui appellent au blocus naval et aérien, nous ne pouvons pas les accepter. Le Conseil doit les abroger. La Maison-Blanche a rejeté votre initiative à cause de la condition portant sur le cessez-le-feu d'abord. Vous y tenez vraiment? Oui. Mais les membres de l'ONU sont fermes, pas question d'ordonner un cessez-le-feu sans une signature officielle de Bagdad acceptant les 12 résolutions.
Voilà, c'était un round-up donc de la situation, un résumé de la situation avec notamment l'intervention de Schwarzkopf. Maintenant, comme promis, nous allons voir donc toutes les propositions irakiennes donc qui furent énoncées devant les Nations Unies à New York avant de recevoir donc Claude de Kemoularia, l'ancien ambassadeur de France devant les Nations Unies, ancien ambassadeur de France aux Pays-Bas et maintenant conseiller donc pour les problèmes financiers, pour les problèmes concernant le Proche-Orient de la Banque Paribas et puis l'ambassadeur d'Arabie Saoudite qui nous rejoint aussi dans un instant.